Monsieur Rolls, je donne tout de suite la parole à Coralie Mollaret, notre journaliste qui va vous poser quelques premières questions. Alors ce soir, bien évidemment, pas de questions politiquement coquines, mais une question Covid. Est-ce qu'il a disparu, le Covid ? Non, le Covid n'a pas disparu. En fait, il circule à bas bruit et c'est une très bonne chose. Les chiffres de circulation virale sont vraiment très bas. Les contaminations restent. Il y a encore des personnes contaminées. Malheureusement, on reste toujours sur toute la question dont on a débuté ces dernières années. Ce sont finalement les personnes les plus fragiles qui ont les conséquences toujours les plus graves. Mais l'épidémie aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est qu'elle est en train de disparaître. Je dis que le virus circule à bas bruit. Voilà, tout simplement. Je ne vous dirai pas. Mais c'est dû à quoi ? C'est notre immunité collective qui est plus importante ? En partie. Parce que les gestes barrières, on ne les fait plus. C'est en partie dû à notre immunité collective avec la vaccination, avec les contaminations malheureusement successives et aussi avec un virus qui a muté et qui est encore transmissible mais qui n'a pas une gravité extrême. Est-ce qu'il faudra se refaire vacciner, Monsieur Rolls, d'ici quelques temps ou pas ? Est-ce qu'il y aura besoin de nouveau de se faire vacciner contre le Covid ? C'est tout à fait possible. On verra avec la surveillance de la circulation virale et peut-être que ça deviendra une vaccination comme on le fait tous les hivers avec la grippe. Vous êtes quand même prudent quand vous dites à bas bruit, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau variant, de retourner dans cette psychose qu'on a connue quand même ces 3 dernières années ? Alors, psychose, il faut faire attention. Je pense que maintenant on a les moyens, on a de l'information, mais comme tous les virus, il y a beaucoup de virus, et en particulier des virus qui sont transmis par la sphère ORL, qui circulent tous les ans, et ça touche toutes les catégories d'âge. On a beaucoup parlé évidemment Covid, mais bronchiolite, ça touche les jeunes enfants, c'est chaque année. La grippe, c'est chaque année, et il y a d'autres virus qui peuvent avoir de grands désagréments. Pour rebondir sur la question de Corentin, c'est vrai, la vaccination, on en est où ? Est-ce qu'il faut se faire vacciner tous les ans ? Quel est le public ciblé ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent ? Alors, aujourd'hui, évidemment, la vaccination pour les personnes les plus fragiles reste complètement d'actualité. Puisque, enfin, même, et ce n'est pas une question de faire peur, mais chaque jour, il y a encore 20 personnes en France, ou un peu plus de 20 personnes, qui meurent du Covid tous les jours. Donc, bon, voilà. Alors, certes, on n'est pas à des chiffres, mais il n'empêche que la vaccination protège toujours des formes graves. Coralie, je vous redonne la parole dans quelques instants. On va donner tout de suite la parole à nos sociétaires. Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, Monsieur Rolls, je voulais avoir votre regard sur les mouvements sociaux qui ont des médecins ces dernières semaines, ces derniers mois. Je veux savoir ce que vous pensez de leurs revendications et des dispositions qui ont été prises par le gouvernement. J'ai cru comprendre que la consultation allait être augmentée de près de 2 €. Qu'en pensez-vous ? Alors, sur le mouvement, en fait, il faut faire attention sur la question de focaliser sur les médecins, et votre question est bien sur les médecins. Il faut savoir que on est dans le cadre de ce qu'on appelle une convention avec l'assurance maladie qui est renégociée régulièrement. Qu'il y ait des mouvements, c'est tout à fait normal. Dans toute négociation de convention, chacun joue un peu son rôle. Mais au-delà, il ne faut pas le focaliser sur une consultation à revaloriser. Certainement, il y a des sujets là-dessus. Mais c'était le point d'achoppement entre justement les médecins et le gouvernement. Avec l'assurance maladie, mais est-ce qu'il est justifiable aujourd'hui ? Il y a des consultations qui sont surcotées parce qu'elles prennent du temps pour des personnes avec des polypathologies. Il est normal de revaloriser à un moment donné, tout le travail des médecins, qu'il faut absolument louer, mais il y a aussi des questions de soutenabilité par la collectivité. Parce que c'est quand même vous, moi, qui payons en fait par nos cotisations tout le remboursement. Il faut penser qu'on a de la chance en France d'être un pays même avec des tensions sur le système de soins, mais dont le système de soins est solvabilisé. Ahmed, votre question à notre invité. Oui, alors ma question aussi, elle sera d'actualité, mais une actualité qui s'étend quand même dans le temps, puisqu'on a aujourd'hui des citoyens qui sont énormément confrontés à l'accès aux soins, notamment l'accès aux soins d'urgence, avec des personnes qui
passent de cabinet en cabinet médicaux, qui n'arrivent pas à trouver de médecins parce que les médecins ne reçoivent plus. Hein. C'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et quand ils se rendent aux urgences, ils patientent des heures et des heures pour avoir un avis médical. Alors la question est celle-ci. Est-ce que vous avez des pistes concrètes pour améliorer aujourd'hui cette situation dans le Gard ? Oui, des pistes concrètes. Et en fait, ce ne sont pas que des pistes de l'Agence régionale de santé, puisqu'il faut aussi des médecins, des effecteurs, ce qu'on appelle des gens qui soient là. Alors, des pistes concrètes, oui, nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des médecins libéraux, le centre hospitalier de Nîmes, mais pas que, mais vraiment avec ces acteurs-là, pour faire émerger ce qu'on appelle un système d'accès aux soins. En fait, c'est un numéro auquel auraient accès les personnes en demande de soins, ce qu'on appelle des soins non programmés, c'est-à-dire pour des pathologies aiguës, et on parle en journée, puisque la nuit et le week-end, il y a ce qu'on appelle la permanence des soins, pour permettre en fait d'orienter au mieux la personne sur des médecins volontaires qui s'inscriraient pour libérer des créneaux pour prendre ces personnes-là. Et donc, chaque personne pourrait avoir, en fonction de sa demande, soit une régulation médicale, enfin, il y aurait toujours une régulation médicale, mais aussi un accès dans les 24 à 48 heures. Et ça, normalement, on devrait aboutir à un système opérationnel d'ici, enfin, sûrement au milieu de l'année et au plus tard en septembre Coralie, 2023. Vous arrivez, du coup, pour rebondir sur la question, David, qui est intéressante, vous arrivez à trouver des médecins, et si oui, est-ce que leur prestation, elle est revalorisée ? Parce que aujourd'hui, quel est l'intérêt pour un médecin de travailler pendant ces moments-là ? D'abord, il travaille tout le temps. Hein, c'est cette question-là. C'est vraiment faire avec les médecins, dans une meilleure organisation, la libération d'un certain nombre de créneaux qu'ils sont dans les heures. Comme ils seront régulés, il y aura un paiement ad hoc avec ça. D'accord. Et on va permettre, en fait, c'est plus par l'organisation et la lisibilité pour pas que le patient, finalement, il prenne son téléphone et il appelle 10, 15 médecins. L'important, c'est qu'il ait un numéro et que ce numéro lui dise, voilà, vous avez un rendez-vous. Que ça soit efficace. Voilà, l'oriente. On parle de la maison médicale de garde, de Nîmes, Exactement. Coralie et d'Alès. Puisqu'il y a régulièrement des grèves, on l'a vu, les secrétaires réclament une revalorisation parce qu'elles reçoivent beaucoup de patients, notamment le week-end, ça va jusqu'à 150. Où est-ce que vous en êtes dans ces négociations ? Alors, les négociations. Nous ne sommes pas en négociation avec les secrétaires qui ne sont pas nos oui, c'est les agents. médecins qui gèrent. Mais vous payez quand même. Et il y a un dicton qui dit « qui paie commande ». Oui, qui paie commande. Évidemment, nous sommes en cours de discussion avec l'ensemble des maisons médicales de garde sur tout le territoire de l'Occitanie pour voir comment on peut aller au plus près, en fait, en fonction de leur activité et leur allouer les moyens qui vont bien avec leur activité. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence d'agir rapidement, parce qu'on voit que la situation peut être compliquée. Surtout dans les périodes de pic épidémique. C'est surtout là. En fait, les questions de pic épidémique. Alors, l'Agence régionale de santé paye le fonctionnement, une partie du fonctionnement, parce qu'on reste quand même dans le milieu libéral. C'est quand même, enfin, les médecins, on paye des astreintes, mais après, ils se payent aussi sur l'activité. Donc, voilà, l'activité, même si c'est une activité importante, génère aussi un chiffre d'affaires qui est en rapport toujours avec. Mais pour prolonger quand même ce que disait Coralie il y a quelques instants, bien évidemment que c'est les médecins qui décident, qui sont libéraux, etc. Mais l'Agence régionale de santé, à un moment donné, a son mot à dire parce qu'elle est en charge de la gestion et de l'organisation de la santé dans la région. Et elle dit son mot. Elle dit ce qui nous semble bien en termes de financement de l'activité, ce qui relève de l'Agence régionale de santé, donc de fonds publics, et ce qui doit relever, évidemment, des fonds privés que sont... Oui, mais vous les comprenez quand même, ces manifestants, ces secrétaires, ce ras-le-bol, vous le comprenez ? Mais bien sûr, en fait, la question, bien sûr qu'on comprend, c'est pas parce que on ne dit pas tout de suite, l'agence n'a pas vocation à être... Mais vous pouvez quand même pousser aussi ?
on peut pousser aussi. On a fait quand même des efforts sur la lisibilité qu'on pouvait donner à ces financements, pousser au maximum. On est encore en cours de négociation avec les médecins pour ces aspects-là, mais on comprend tout à fait. Et on comprend. C'est un dossier que vous regardez de très près. Bien sûr, parce que de toute façon, tous les personnels de santé, mais pas que, mais ma mission est sur ça, sont confrontés de toute façon à une pression maximum. On dit un mot rapidement sur les dentistes, on était sur les médecins, on va continuer sur les autres disciplines. Il y a un vrai problème de garde chez les dentistes le week-end dans le Gard. Oui. Où sont les solutions ? Est-ce qu'on va continuer à avoir des gens avec des rages de dents, Ça fait mal, les rages de dents. avec des douleurs dentaires, obligés tout d'aller un sur week-end, Montpellier sans avoir personne, Alors, non, et avec une réorientation vers Montpellier d'ailleurs. Alors, sur le Gard, il y a des secteurs de garde qui sont pris par des dentistes volontaires, qui sont divisés en fonction de l'hiver ou de l'été en 3 et 4 secteurs dentaires, qui sont actifs. Seulement, on a un sujet là aussi qu'on travaille avec le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes pour, d'une part, avoir la possibilité de pouvoir avoir plus de chirurgiens dentistes volontaires, parce que même un chirurgien dentiste qui est habitué, enfin plus qu'habitué, à fonctionner avec soit une assistante dentaire, soit un confrère, quand il est tout seul le week-end, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être sur un fauteuil, répondre au téléphone, stériliser son matériel. Donc, là, mais on a quand même un petit peu le sentiment, d'ailleurs depuis le Covid, on en parlait tout à l'heure, qu'on se retrouve quand même dans une situation qui est très compliquée chez les dentistes, ça devient infernal. Y compris en semaine, si vous n'avez pas de dentiste aujourd'hui attitré, il faut appeler 15, 20 dentistes pour arriver à avoir un rendez-vous. Mais ça, Et là, c'est le problème, on va se retrouver dans des urgences dentaires à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de dentistes en ville. Mais vous décrivez en fait quelque chose de très réel sur lesquels, évidemment, on travaille avec les professions. D'abord, on travaille au niveau national pour faire émerger plus de professionnels. Ça, c'est des... Oui, il y a une question de formation aussi. De la formation, ça c'est une première chose. Après, c'est une profession qui doit s'organiser elle-même. Donc, on peut l'aider dans un certain nombre de dispositifs. Et après, ce que vous décrivez pour les médecins, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas dans les soins courants, que ce soit un médecin ou un dentiste, à avoir, ça rebondit finalement sur des dispositifs qui ne sont pas faits pour ça, c'est-à-dire les urgences. C'est pas fait pour ça. Et le problème, c'est que c'est là où il y a une asphyxie derrière. On va parler de la maternité de Ganges dans un instant. Maternité de Ganges, bien évidemment, qui est dans l'Hérault, mais qui a un fort impact sur le département du Gard. On sait que c'est pas tout à fait votre délégation, mais c'est important quand même qu'on vous interroge. On profite de vous avoir avec nous. Ahmed, vous aviez encore une interrogation pour notre invité. Oui, mais en fait, c'est plus même un peu une réaction par rapport à l'état aujourd'hui du système de soins. Comme l'a dit Coralie, on sort d'une crise épidémique où on a vu au début, en tout cas, qu'on n'était pas prêt pour faire face à cette épidémie. Et aujourd'hui, on sort de cette épidémie de façon très pessimiste, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'état actuel des services de soins est plus dégradé encore que ce qu'il était à l'entrée de l'épidémie. Et donc, si bien que si aujourd'hui on a une nouvelle crise sanitaire, je me demande, du coup c'est ma question aussi, est-ce qu'on est en capacité d'y faire face de meilleure façon ? Oui, on est en capacité d'y faire face. Alors au-delà, c'est vrai que vous décrivez quelque chose qui est réel. D'une part, l'ensemble des soignants a été énormément éprouvé et a beaucoup donné. Et vraiment, vous vous rappelez qu'on applaudissait les soignants à 20h. 2020, à 20h. On ne les a plus applaudis en 2021, 2022, mais ils étaient toujours là. Et d'autres professionnels, mais bon, c'est ma compétence sur la question des soignants. Ils sont fatigués, lessivés. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est complètement réel et sur lequel on doit redonner des perspectives à ces professionnels. Jean-Baptiste, rapidement. Oui, c'est sur un autre sujet, monsieur le directeur. C'est sur la nutrition. Récemment, il y a un rapport qui est sorti sur le taux d'obésité en France, qui augmente inexorablement depuis un moment. Je veux savoir s'il y avait des mesures qui étaient mises en place par les services déconcentrés de l'État pour lutter contre ce qui devient un fléau. Ah mais, tout à fait. Et on n'a pas Michelle Obama, quand même, qui aux États-Unis s'est fait le chantre...
Oui, ce problème. On pourrait. Mais bon, non, tous les plans, d'abord, il y a un plan national, nutrition santé, qui existe depuis très longtemps. On a beaucoup de dispositifs, en particulier, et très récemment, vous verrez, par exemple, les maisons sport santé qui travaillent sur la nutrition. On travaille aussi avec des collectivités, puisque des collectivités sur lesquelles on a signé des contrats locaux de santé travaillent aussi sur cette question de la nutrition, et qui est un sujet, si vous voulez, plutôt, enfin, je dis pas plutôt de prévention, mais vraiment aussi d'attitude à prendre de façon très très précoce. Il n'est pas question de faire des femmes et des hommes complètement longilignes. Chacun a sa physiologie et puis ça reste comme ça. L'important, c'est d'avoir les bonnes dispositions et vraiment agir. Et les collectivités signent aussi des chartes nutrition santé. On fait vraiment beaucoup d'efforts qui sont quelquefois mal connus, mais ça passe aussi par beaucoup d'autres dispositifs que des dispositifs santé. On les a, là, une prise en charge de l'obésité, on l'a. C'est pas un souci. Allez. Comment on fait avant ? On parle de la maternité de Ganges tout de suite, Coralie. Oui, puisqu'il y a une nouvelle mobilisation hier des opposants à la fermeture de cette maternité. Élus et usagers en Cévennes, c'est un territoire quand même qui est rural, il y a quand même une désertion des services publics. Donc eux se mobilisent, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, premièrement, il n'y a pas de fermeture. Il n'y a pas d'accouchement aujourd'hui, il n'y en a plus. L'autorisation est suspendue, la maternité, si vous voulez, en tant que telle, il n'y a plus d'accouchement, puisqu'il n'y a plus la sécurité pour les patients, il n'y a plus de professionnels. Mais il n'y a plus de professionnels parce qu'ils sont partis à la retraite ou parce que la structure, je crois que c'est Cap Santé, a décidé de les mettre ailleurs ? Non, pas du tout. C'est parce qu'on n'arrive pas à recruter un certain nombre de médecins qui veulent venir sur ce territoire-là. Ganges, ça ne fait pas rêver, ce que vous dites. C'est comme d'autres territoires. Je ne veux pas focaliser sur Ganges, qui est une très belle commune, mais c'est toujours beaucoup plus difficile de faire aller des professionnels avec des spécialités vers des endroits un petit peu plus reculés. Pourtant, Ganges, c'est quand même aux portes de Montpellier et aux portes de Nîmes. Juste avant, il y avait la manifestation. Juste après, il y avait une réunion avec l'Agence régionale de santé. Elle a annoncé des moyens conséquents pour la clinique de Ganges. 11 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Certains élus qui étaient présents à cette réunion vous ont invité à contractualiser l'investissement avec la clinique Saint-Louis et avec Cap Santé, comme vient de le préciser Coralie, en échange d'un engagement de recrutement pour que la maternité puisse être viable dans les prochains mois, les prochaines années. Est-ce que vous allez vous mettre d'accord avec Cap Santé ? C'est pas une question de se mettre d'accord avec Cap Santé. Il y a un investissement de l'État, 11 millions d'euros. Bien sûr. En échange, il faut qu'à un moment donné, un groupe privé de santé accepte de faire des efforts. Bien sûr. C'est nos impôts, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est nos impôts. Mais vos infos sont tout à fait correctes. Impôts. C'est vos impôts. Mais les impôts aussi. Les impôts c'est pour ça que je vous demandais de nous le confirmer. Non, mais évidemment, on ne va pas aider à reconstruire des murs pour qu'il n'y ait rien dedans. C'est une évidence. Y compris pour l'accueil IVG ? Et y compris, ça ne disparaît pas, et ce n'est pas suspendu. Tout ce qui est juste avant l'accouchement, qui concerne la maternité, la contraception, et après l'accouchement, reste quand même sur place. Juste pour rebondir, parce que la question d'Abdel, ce qu'il vous dit, c'est intéressant, et c'est comme l'histoire de la maison médicale, c'est que l'ARS donne de l'argent. Est-ce que vous pouvez enclencher ce rapport de force, ou est-ce qu'aujourd'hui, devant Cap Santé, vous n'avez pas les moyens de cette ambition-là ? Non, on a... En fait, d'abord, ce n'est pas un rapport de force, c'est un rapport d'abord juste d'autorité. On est l'autorité. Et on rappelle, il faut le rappeler, qu'aucun gestionnaire, privé ou public, n'est détenteur de son autorisation. C'est l'autorité qui détient l'autorisation et qui la confie. Et à un moment donné, s'il y a un gestionnaire qui est défaillant, on lui reprend l'autorisation. Oui. Après, la question, c'est de savoir si Cap Santé tient vraiment à cette autorisation, parce que j'ai cru savoir qu'ils avaient d'autres établissements, ils pratiquaient des accouchements. Peut-être qu'eux veulent aussi recentraliser. Mais si vous investissez 11 millions d'euros, on présume que derrière, il y aura effectivement de l'activité sur place. On tient à ce qu'il y ait un maillage des maternités sur le territoire. Vous parliez de l'Occitanie tout à l'heure. Vous savez que 40% du territoire occitanien est en zone montagne. Si on disait...
il y a quand même des habitants en zone de montagne, des jeunes mamans, des jeunes papas. Qui regardent ce soir le club Objectif. Voilà. Et si on Et leur la disait, sécurité, elle passe aussi par le trajet et la distance qu'on allonge donc, en direction de la maternité. Il faut mailler le territoire. On ne va pas mettre des maternités universitaires, évidemment, au fin fond des Cévennes, mais ils ont droit à une maternité en bonne et due forme pour ce qui est, j'allais dire, courant, sans complexité. Je vais redonner la parole à Coralie pour une toute dernière question. On arrive au bout de cet entretien, mais moi j'ai encore une question à vous poser. On va revenir plutôt dans une zone urbaine, c'est-à-dire la zone de Nîmes. Et le groupe privé qui aujourd'hui détient la clinique franciscaine, la polyclinique Grand Sud, il y a des interrogations concernant ce groupe privé qui ne jouerait pas le jeu, y compris sur les sessions d'urgence, en particulier le week-end, et qui provoque aussi ce qui se passe aux urgences de l'hôpital public de Nîmes. Est-ce que là aussi l'ARS travaille en collaboration avec ce groupe privé pour lui demander de faire son travail, y compris le week-end? Exactement. Et je vous dis, ça tient à une autorisation. Soit on fait fonctionner tout le temps. Vous vous êtes posé la question d'enlever l'autorisation d'enlever l'autorisation à ce groupe privé nîmois? On est en cours de partage avec l'ensemble des structures d'urgence. Ça fait partie aussi de l'évolution du décret urgence qui va être mis. L'important, c'est de trouver toutes les structures et de dire chacun fait, à partir du moment où une personne s'engage ou un groupe s'engage, il doit le faire jusqu'au bout, et une autorisation, ça ne se découpe pas. Parce que c'est ce qui a peut-être participé aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, l'épuisement aussi des soignants des établissements publics. Ça y fait. Après, il y a des dimensionnements d'équipe, mais c'est toujours très compliqué quand vous avez un acteur à côté, j'allais dire même droit, même devoir. On dit un dernier mot sur un établissement, c'est Sésame Autisme. C'est ça, les actes de Somagne qui dépend de cette association Abdel. Alors, un collectif de parents, plusieurs parents se sont mobilisés contre la fermeture de plusieurs places. Ils vous ont d'ailleurs rencontré. Qu'est-ce que vous leur répondez, sachant que là aussi, l'ARS, elle finance cette association? Oui, elle finance cette association. En fait, attention, il faut faire attention avec la fermeture de places. La question, c'est de permettre l'évolution des structures pour les travailleurs handicapés, puisque là on parle des AD, et ce sont bien des travailleurs vivant avec un handicap. Il faut aussi voir les différents types de structures accueillant ces personnes, doivent évoluer, et évoluer par et pour les travailleurs. Pour les personnes accueillies. À un moment donné, il y a des personnes qui, et en particulier pour ces personnes-là, elles ont des âges différents, quelquefois elles sont fatiguées. Là, il y en a une trentaine. Il faut regarder une dizaine. Il faut regarder, en fait, quel est le besoin d'évolution. Quel est le besoin d'évolution? Ces personnes-là, parce que c'est bien d'écouter les parents, il n'y a aucun sujet, on les écoute, on les entend, mais on écoute aussi les personnes. Les personnes, qu'est-ce qu'elles veulent aujourd'hui? Il y en a certains qui voudront vivre dans un collectif. Foyer, logement, voilà. Il y en a certains, et même beaucoup, qui veulent vivre dans la cité, complètement intégrées. Et d'ailleurs, elles sont complètement intégrées. Et ce dont elles ont besoin, c'est pas de ça, c'est ce qu'on appelle un service d'aide. Et on a besoin de transformer à un moment donné un certain nombre de places qui ne correspondent plus aux besoins du territoire à d'autres services qui correspondent aux besoins du territoire. Merci Monsieur Rolls. Vous voyez qu'on n'est pas en épidémie Covid, mais on avait énormément de questions à vous poser ce soir. Merci beaucoup.